Bonsoir, merci beaucoup d'être venu à la deuxième conversation de l'exposition Rétroviseur de l'artiste Zeus. À la vitrine AM, on expose les relations entre art et marque, et cette exposition était l'occasion de parler des relations non autorisées entre l'art et les marques. Cette conversation porte sur la place du street art dans l'art contemporain, et c'est Paul Ardenne qui va en faire la modération. Voilà, merci Charlotte, bonsoir à tous. Donc merci d'être venus pour donc cette session intitulée « Le street art dans l'art contemporain ». Donc il y a deux entrées, deux fois le mot « art », hein, vous avez remarqué, comme à dire que le street art soit est totalement de l'art contemporain, soit au contraire qu'il faut le mettre dans l'art contemporain, il faut le mixer avec lui. Bon, alors vous savez tous que le street art n'est pas un mouvement artistique récent, ni même contemporain, il est historique hein, maintenant, il est né... On peut considérer qu'il y a déjà 50 ans à peu près hein, que ces formes d'art-là existent, voire peut-être même plus selon ce qu'on appelle un art de la rue, un art graphique de la rue, ou un art du graffiti. Hein, tout ça peut remonter assez loin. Alors je ne vais pas me perdre dans les méandres de l'histoire de l'art sur ces questions. J'ai moi-même essayé d'y donner quelques réponses dans un livre qui s'appelle « 100 artistes du street art » que j'ai publié il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans avec Marie Martins aux éditions de la Martinière. Et je dois constater qu'il n'est pas facile hein, de donner une date de naissance, un acte de naissance au street art, sachant que bon, pour certains, il est né aux États-Unis, donc à New York. Pour d'autres, il est né dans les gangs de Los Angeles. Pour d'autres encore, il est né à Paris. Paris a une importance considérable dans cette histoire-là. D'autres disent que finalement le mouvement hobo c'était déjà du graffitisme. Enfin bon, il y a là toute une problématique qui n'est pas celle qu'on va évoquer ce soir. Ce dont on va parler justement aujourd'hui, c'est comment plutôt intégrer cette forme de création qui est une forme de création en tout cas à l'origine et longtemps et souvent encore aujourd'hui dissidente, donc non affiliée aux formes conventionnelles et reconnues de création plastique. Comment cette forme d'art va-t-elle être intégrée dans le mouvement de l'art contemporain? Intégrée veut dire d'abord reconnue, c'est-à-dire de quelle reconnaissance va-t-elle bénéficier, de quelle monstration va-t-elle bénéficier, c'est-à-dire comment va-t-on la montrer, si tant est qu'on la montre, et on la montre en effet, voire comment la vend-on. Ça c'est une donnée très importante, le marché, vous savez, constitue un univers de valeurs qui n'est évidemment pas à prendre à la légère, parce qu'il s'agit des valeurs matérielles, et dans une société telle que la nôtre, les valeurs matérielles, très souvent, constituent les valeurs tout court. Hein. C'est finalement le renversement, on pourrait dire, capitaliste de la valeur qui opère à plein ici. Donc, nous avons 3 invités pour parler de ces questions, qui sont alors à ma droite, donc à votre gauche, Thomas, de la marge. Je vais te présenter un petit peu plus longuement avant qu'on prenne la parole. Donc à ma gauche Hugo Vitrani et donc Arnaud, ici aussi Olive. Alors Thomas, je te présente rapidement donc, et je te présente aussi de la manière dont tu as souhaité être présenté. Tu es actuellement conservateur à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, co-commissaire de l'exposition Mémoire vive, hein, qui est une expo importante pour les 30 ans de la Fondation, hein, comme vous le savez, Cartier. Mais ce soir, tu es là en tant que commissaire d'exposition Né dans la rue Graffiti, qui a eu lieu en 2009, hein, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu cette exposition, qui est importante, qui reste importante pour la place de Paris, qui est aussi une exposition qui a été controversée, également discutée pour ses choix, parce que bon, certaines valeurs étaient mises en avant peut-être plus que d'autres, en particulier certains noms, hein, des noms historiques. Et je voudrais citer ce que tu dis de ton lien avec le graffiti. Hein, voilà. Je cite, hein, donc, ce que tu dis, mon lien avec le graffiti consiste essentiellement dans le commissariat de l'exposition de la Fondation Cartier. Et tu ajoutes, qui a été pour moi une plongée intense, bien que limitée dans le temps, au cœur de ce courant que nous avons envisagé, donc à la Fondation Cartier à l'époque, sous l'angle d'un phénomène urbain et éphémère, en relation avec des espaces plutôt
que d'un courant artistique muséal. Donc il y a un choix ici qui était de parler de l'art de la rue, d'une certaine manière, de placer l'art de la rue dans un espace d'exposition, plutôt que muséifier finalement ce type d'art, qui l'a été depuis longtemps. D'ailleurs, je rappelle, du point de vue de l'histoire de l'art, que dès les années 1970, le street art et l'art du graffiti, une des composantes du street art qui en comprend beaucoup, est muséifié et au plus haut niveau, puisque les premières expositions ont lieu au MoMA à New York, et ce qui est très intéressant, de manière synchrone, elles ont lieu très exactement au moment où le port d'une bombe de peinture devient interdit par la loi. C'est-à-dire qu'on a un curieux mécanisme, si vous voulez, qui va dans les deux sens, à la fois peindre illicitement est quelque chose qu'on peut payer très cher, et que certains paient très cher d'ailleurs, mais dans le même temps, ça peut permettre de rentrer carrément au musée d'art moderne de New York. Voilà les paradoxes dans lesquels l'on se trouve dès les années 70, c'est-à-dire il y a 40 ans maintenant. Alors Hugo Vitrani, donc à ma gauche, à votre droite, à ma droite pour vous, donc vous vous occupez, on se tutoie, bon, je sais pas, moi je suis un vieillard, donc je peux me considérer comme mon fils, donc je te tutoie. Tu t'occupes de bien des choses, très très gros programme de travail, beaucoup d'activités. Alors, Mediapart, l'art contemporain, donc, des portraits d'artistes, et surtout beaucoup de reportages sur des artistes urbains, donc je cite JR, Shepard Fairey, Chaz Bororguez, Boris Telegen, Cleon Patterson, Vils, bon, etc. Il y a une longue liste qui suit. Alors, tu es là aussi, nous parlons de la question de montrer le street art dans des lieux d'art contemporain, et tu es là pour nous parler du projet Lascaux Project, qui a démarré il y a quelque temps au Palais de Tokyo à Paris, sous l'influence de Jean Loisy, je pense, le nouveau directeur, qui a remplacé Marc-Olivier Valère, et avant lui, Olivier Quéplin, une période un peu trouble, comme certains le savent peut-être. Alors, il s'agit donc de montrer du street art, de l'art graffiti, au Palais de Tokyo, dans des espaces un peu particuliers, tu nous en parleras tout à l'heure, qui ne sont pas exactement les espaces somptuaires dans lesquels, au Palais de Tokyo, on monte les expositions d'art contemporain, disons, conventionnelles, mais des espaces néanmoins qui sont conservés, une fois graffités, je crois, et qui sont visités maintenant, qui peuvent se visiter. Voilà, donc beaucoup de travail, de sélection aussi, les ateliers fantômes, qui éditent des sérigraphies d'art urbain, et différents ouvrages en cours avec Cockney notamment, donc tatoueur et graffeur. Alors Arnaud Oliveux, donc pour vous, donc à ma droite, représente, alors on va dire, la composante ultime du processus de monstration, c'est-à-dire qu'au fond, quand une œuvre d'art est bien vue, d'une certaine manière, ça signifie qu'elle acquiert une valeur, ou parfois elle acquiert une valeur d'avoir été bien vue. Elle est collectionnée. Elle est collectionnée ou elle est désirée, et à partir de là, évidemment, la question se pose de l'acheter. L'acheter, ça veut dire la détenir, ça veut dire évidemment se montrer compétiteur sur un marché, où il faut payer en général. Alors, très intéressant bien sûr le marché du street art, vous le savez, parce que on se demande comment est-ce que l'on peut vendre pour le transporter dans des espaces privés un art qui normalement est un art de la rue et qui est censé rester dans la rue. Alors vous découvrirez avec Arnaud qu'il y a de très nombreux stratagèmes depuis longtemps utilisés par les artistes du street art pour anticiper la possibilité de la vente. Le premier de ces stratagèmes étant de travailler sur des supports démontables, bien évidemment. Bon, ça c'est une ruse dont je pense Arnaud nous parlera. Mais plus largement, il nous parlera d'une donnée intéressante qui fait que le street art est extrêmement désiré. La valeur symbolique s'accroît et la valeur de marché s'accroît aussi, au point que certains artistes bénéficient de commandes, par exemple, et d'une représentativité extraordinaire. Je voyais récemment un palmarès, comme il y en a tant sur l'art, mais un palmarès très récent, qui a une semaine, qui plaçait un artiste comme Banksy comme une des personnalités artistiques aujourd'hui les plus importantes dans le monde contemporain. Bon, ce qui est évidemment un point de vue avec lequel on ne peut pas être d'accord, notamment sur le plan esthétique. Banksy, c'est pas une esthétique particulièrement sophistiquée, intéressante, novatrice, mais c'est, disons,
un mode de vie, une façon d'appréhender un certain rapport à l'espace urbain, au public aussi, avec des opérations parfois singulières qui déjouent le mécanisme de marché. Je vous rappelle qu'une des plus récentes en date a consisté pour lui à côté de Central Park, à placer quelques œuvres graphiques donc dans le présentoir d'un vendeur de chromos locaux, et de repasser quelques temps après en les reprenant et voilà, en découvrant que finalement ça n'avait intéressé personne. Alors que vous auriez pu acheter un Banksy pour $1 ou $10, enfin pour une somme dérisoire. Voilà. Bien, alors j'achève cette présentation et donc Thomas, je voudrais me tourner vers toi pour demander d'abord dans quel esprit est-ce que cette exposition avait été conçue ? Parce que j'imagine que c'était extrêmement difficile. Enfin, je pense que c'est un continent. Tous les gens qui ont travaillé sur le monde du street art savent que c'est une nébuleuse très complexe, le graffiti et toutes ses ramifications. Comment avez-vous opéré ? Vous avez dû faire des choix de fait. Merci pour l'invitation. Merci Paul pour la présentation. Oui, c'est vrai que quand on a abordé l'exposition en 2009, en 2008 en l'occurrence, les premières questions qui sont posées à nous, c'était effectivement comment circonscrire le sujet, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on allait parler, et comment exposer, comment rendre compte d'un phénomène très contextuel, éminemment contextuel dans un lieu comme celui de la Fondation Cartier, où en plus nous n'avons pas de murs mais plutôt des vitres. Donc là, la première idée, de toute façon notre envie, c'était d'avoir une partie de l'expo qui serait une partie plus historique, plus documentaire, qui permettrait de raconter une partie de la naissance du mouvement. Donc ça a été le premier choix, ça a été de décider que ce qu'on raconterait pour cette partie historique, ce serait les premiers développements du graffiti à New York, en gros de la première décennie, c'est-à-dire du début des années 70 au début des années 80. Donc ça c'est un premier choix qui est contesté par certains et agréé par d'autres, mais en tout cas c'est celui pour lequel on a opté, puisque c'était pour nous celui où il y avait le plus à raconter et la plus grande évolution de style en un temps ramassé et avec aussi beaucoup de documents de toutes sortes qui nous permettaient de rendre compte de cette histoire-là dans nos lieux, dans nos espaces d'exposition. Puisque donc l'idée pour cette partie historique, c'était vraiment de rassembler un maximum de documents historiques le plus vivant possible, c'est-à-dire pas seulement des photos de peinture, mais aussi beaucoup de vidéos pour raconter aussi l'état de la ville au moment où le graffiti s'est déployé dans la ville de New York, puisque évidemment le lien entre la situation notamment financière et urbaine de New York au début des 70 a une incidence énorme sur la manière dont le graffiti s'y est déployé. Et donc voilà, on montrait beaucoup de vidéos, beaucoup d'objets aussi. Il y avait presque comment on pourrait dire, un rapport presque un peu anthropologique, c'est-à-dire qu'on a donc les graffeurs new-yorkais pionniers nous ont prêté leur collection de marqueurs, de black books, les carnets de croquis d'époque pour pouvoir montrer comment les graffeurs travaillaient à cette époque-là. Et puis on a aussi montré des peintures sur toile, mais qui elles aussi étaient plus montrées là dans cette partie-là à titre de documents plutôt que pour elles-mêmes. Collectivement, elles racontaient un moment, c'est-à-dire le moment où les graffeurs new-yorkais ont commencé à se poser la question du renouvellement des supports et à quitter la rue pour commencer à travailler en studio. Donc voilà, il y avait à la fois raconter l'émergence dans la ville de New York et puis les premiers pas du mouvement graffiti vers à la fois la médiatisation avec au tout début des années 80 les premiers clips vidéo, pop music, rock music avec les graffeurs, et puis les premiers pas vers les galeries, vers peut-être un art plus académique. Donc cette partie-là de l'expo se déployait, je vais essayer de vous commenter un petit peu au fur et à mesure. Donc ça c'est l'intérieur, on a vu l'extérieur déjà, la palissade. Voilà, j'en parlerai après. Oui. Mais... C'est une chose qui vous a été reprochée aussi, bon on va en parler. Voilà, mais on va en parler. Ouais. Donc ici voilà, donc ça se déployait dans les deux espaces du rez-de-chaussée du sous-sol de la Fondation Cartier. Et donc il y avait à la fois donc, des vitrines, des murs où on présentait des photos, et puis certains graffeurs de l'époque qui sont venus pour intervenir directement sur les murs de la salle d'exposition, donc comme Face2, comme Sin, qui est venu reproduire une
peintures de l'époque qu'il avait réalisées sur un des métros. Voilà, donc il y avait des photos, les photos de John Marr ici, on a vu les photos de Martha Cooper, il y avait des vitrines avec des marqueurs, des black books. On continue. Voilà, et puis une deuxième salle qui correspondait un peu à la fin de cette période qu'on racontait, qui était le début des années 80, où donc on montrait à la fois les premières toiles qui ont été montrées je sais pas, à la Fashion Moda ou à la Fun Gallery, les premiers films, on montrait des extraits de Style Wars, on montrait des extraits de Wild Style, c'est-à-dire comment le mouvement a été médiatisé au tout début, sur les années 80, comment il est devenu un petit peu connu du grand public. Voilà pour la partie historique. Ensuite, l'autre grande question, c'était comment, avec les artistes d'aujourd'hui, des plus jeunes générations, comment les faire intervenir dans le lieu sans que ce soit sur des supports rapportés, sur des toiles, mais en essayant de retrouver un minimum cet esprit de travail en contexte, de travail in situ. Donc après, c'est avec chaque artiste qu'on a discuté en visitant les espaces de la Fondation Cartier, mais tels qu'ils étaient en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas recréé spécialement 2 murs pour l'exposition. En fait, on a gardé en l'occurrence la scénographie de l'exposition précédente, donc on a simplement décroché des tableaux, puisque c'était des tableaux précédemment, et on a gardé exactement les murs tels qu'ils étaient une fois qu'on avait décroché les tableaux, et les artistes sont venus, ont choisi chacun des espaces pour intervenir directement dans les salles d'exposition. Et tous les espaces, je pourrais dire comme ici, résiduels, tous les espaces de circulation, c'est-à-dire les escaliers, les couloirs, ont été utilisés d'abord par les artistes qu'on avait invités, et puis après, parce que c'est souvent assez incontrôlable par tous les visiteurs de l'exposition. Donc je pense qu'à la fin des 6 mois d'exposition, il n'y a plus un seul centimètre carré de mur blanc. Alors question, les artistes que nous avions invités. Alors c'est important parce qu'il y a une démarche d'intégration. Comment avais-tu procédé ou aviez-vous procédé? Qui aviez-vous invité? Parce que le problème évidemment immédiat qu'on rencontre quand on parle d'art de la rue et de graffiti, c'est que l'offre est forcément considérable et ne peut pas obtenir d'une certaine manière monstration. Tout le monde ne peut pas être montré. Il y a l'espace muséal qui est de toute façon insuffisant. Comment avez-vous procédé? Ça, après, on fait comme pour chaque exposition, c'est-à-dire on n'essaie jamais d'avoir une programmation qui serait égalitaire en fonction de critères connus. C'est-à-dire que c'est évidemment... On a essayé de rencontrer le maximum de personnes, on a essayé de s'intéresser au travail d'un maximum d'artistes de par le monde, c'est Internet évidemment. Et après, on a fait des choix évidemment, en fonction de nos goûts, en fonction de... Aussi, on avait quand même envie de représenter différentes villes du monde, ou différentes parties du monde, donc... C'est pour ça qu'on a invité par exemple Basco qui venait du Chili, Viche qui venait du Brésil, Nug ici sur le mur noir et argenté qui venait de Suède. L'idée aussi de représenter différentes esthétiques en fonction de différentes villes du monde, de différentes parties du monde, mais les choix ils sont hautement subjectifs. Alors on a invité aussi, là on verra peut-être un petit peu plus tard, Barry Magui de San Francisco. Lui, c'est parce qu'on avait déjà un lien avec lui, en l'occurrence, puisque presque 10 ans avant, on l'avait déjà invité dans une expo absolument pas liée au graffiti, mais qui s'appelait Un art populaire, et qui confrontait des artistes contemporains avec des artistes qu'on dit populaires, c'est-à-dire qui évoluent en marge un peu des circuits traditionnels de l'art contemporain, et c'est une zone esthétique qu'on a beaucoup explorée à la Fondation Cartier, et dans ce cas-là, on avait déjà invité Barry Magui. Une question importante sur ce fameux mur extérieur, qui a été mal perçu par certains parce que de fait c'était l'institutionnalisation du mur, c'est-à-dire de quelque chose dont on s'empare normalement par un acte illégal et qui était donné, comme il est vrai depuis longtemps on donne des murs un petit peu partout, c'est une chose qui a été critiquée. De même, certaines options que vous aviez prises, par exemple d'aller uniquement vers un street art pictural et graphique. Par exemple, toute la question du street art utilisant la lumière, par exemple le laser ou les nouvelles technologies. On me fait signe de parler dans le micro et je suis désolé.
voilà, je suis désolé, bon, n'étaient pas représentés, par exemple. C'était, bon, je dis ça, c'est pas moi qui fais la critique, ce sont, ben, vous le savez, tu le sais mieux pas, c'est des critiques qui ont été faites à cette époque-là. Oui, je ne sais pas quoi répondre exactement. Non, sur la l'idée dernière. d'une exposition finalement assez académique, Ouais. aussi curieux que ça puisse paraître. Vous voyez, c'est. Sur la dernière question, on avait quand même collaboré avec le Graffiti Research Lab de Evan Ross. Très bien. Voilà, ce sont deux projets différents qui, lui, travaillent beaucoup avec notamment la projection de la lumière. Ici, du coup, c'était quelque chose qui était adapté au lieu, donc c'était présenté au sous-sol de la Fondation Cartier. Donc voilà, c'était un des artistes qui évolue effectivement différemment que les artistes plus graphiques, plus plastiques, on va dire, qui ont été invités là. Ce que je pourrais dire sur le mur extérieur, c'est simplement qu'à un moment, on s'est dit toujours dans cette idée de comment rendre compte de toutes les facettes de ce mouvement-là, et notamment de celui-là, c'est-à-dire de ce renouvellement permanent des murs qui était difficile à organiser à l'intérieur de la Fondation Cartier, parce que, je sais pas, tout bêtement, il faut prendre son ticket d'entrée pour rentrer à la fondation, tout ça. Ça nous a semblé logique d'organiser ça sur la rue, ce qui nous a été reproché par les riverains, mais on a tenu bon. Donc voilà, on l'a mis à disposition. Après, on n'a absolument jamais contrôlé quoi que ce soit, justement, même quand il y a eu des problèmes avec les riverains, on n'est jamais intervenu parce que de toute façon, on n'avait pas l'autorité pour le faire, parce que c'était sur la voie publique, une fois qu'on avait installé la palissade. Donc voilà, c'était à la fois effectivement institutionnalisé, mais de toute façon, à un moment, on ne peut pas se refaire, c'est-à-dire qu'on est une institution, donc ça a été c'est un peu la limite de l'exercice pour nous. Merci. Je rappelle que dès les années 80, quand Jacques Lang était ministre de la Culture, certains peut-être s'en souviennent, il avait donné une station de métro à taguer, à graffiter, et vous vous souvenez sans doute que pour éviter les polémiques, cette station avait d'abord été recouverte de papier, pour éviter qu'on peigne directement sur le support mural. Et il y a des gens très habiles qui sont venus, qui ont décollé des papiers, et qui sont repartis avec des œuvres de Kessarine, par exemple, l'air de rien. Vous voyez, donc, comme quoi, l'usage qu'on peut faire d'une palissade, d'un lieu peint en public, bon, l'usage marchand qu'on peut en faire, finalement, son avantage n'échappe pas à tout le monde. Alors, est-ce que certains ont essayé de démonter cette palissade? Juste brièvement, non, c'est une blague, mais bon, ou de la recouvrir, d'autres artistes qui n'ont pas été invités, qui seraient venus la salir. Ça, de toute façon, c'est arrivé en permanence, tous les jours, en fait, la palissade était recouverte. Donc voilà. Ça, c'était un peu le but, donc c'était plutôt appréciable. La palissade, non, elle n'a pas été démontée, on l'a gardée, en l'occurrence. Voilà, on l'a réexposée, parce que c'est un peu difficile à réexposer, parce que précisément, ça a été recouvert, donc... on ne sait même pas exactement de qui sont les dernières peintures, les dernières figures. Non, voilà. Après, il y avait par moments des équipes qui squattaient pendant plusieurs jours, voilà, qui empêchaient un peu les autres d'intervenir. Mais après, ça, c'est j'imagine la vie des murs. Merci. Alors, Hugo, je me tourne vers toi. Ce qu'on sent, ce qu'on perçoit dans ce travail, c'est à la fois un travail, on pourrait dire, de fondation. Il faut fonder en historicité cet art-là, lui dire, voilà, il existe, il a une histoire, il faut montrer quels sont ses acteurs. Et ce qu'on sent aussi, c'est la notion de chantier. C'est-à-dire que c'est un art qui est ongoing. D'une certaine façon, il se réalimente constamment, il ne s'arrête pas. On repasse sur les signes déjà reconstitués, au point de produire des palimpsestes, hein, comme est votre palissade par exemple. Hein. Voilà. Alors justement sur la notion de chantier, le chantier c'est très précisément ce que toi tu veux mettre en avant avec le Lascaux projet, c'est-à-dire plutôt quelque chose en cours contre quelque chose qui s'ancrerait là et qui resterait définitivement comme une icône. Hein. Pour un travail disons de contexte, in situ plus que pour une iconisation. Pas question. On peut voir ça comme ça. C'est peut-être autre. Hein. En fait, le projet qu'on a développé au Palais de Tokyo, c'est on a voulu montrer du graffiti et de l'art urbain sans le confisquer, parce que la question est-ce que le graffiti et l'art urbain fait partie de l'art contemporain, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il fait partie des institutions? Ça l'est moins. Et dans la rue, des gens qui veulent travailler que dans la rue, ils sont pleinement dans l'art contemporain. Certains veulent en sortir et faire évoluer leur grammaire, leur langage vers de l'installation, vers de la peinture.
vers des formes qui peuvent s'institutionnaliser. Donc comment l'institutionnaliser sans le confisquer? Le premier projet qu'on a voulu faire, c'était avec Lac et Sowat, qu'on peut voir ici, qui venait de faire un projet qui s'appelait Mausolée. Mausolée, c'était une résidence artistique sauvage dans un lieu désaffecté à Aubervilliers, qui avait été squatté par des Roms, des toxicos, des prostituées, qui faisait 20 000 m², dans lequel Lac et Sowat ont invité une cinquantaine de graffeurs très connus, historiques de la génération, de la scène française et de plusieurs générations, des années 80 jusqu'à la plus récente. Et ils ont fait un travail qui était muséal, mais sans aucune institution, avec une vraie scénographie, un vrai travail collectif de confrontation de style, et qui donnait aussi à voir un visage de la France. On était en plein problème avec les Roms et Nicolas Sarkozy. Il y avait eu des gens qui s'étaient fait virer de l'endroit, et ils ont fait un objet d'art très puissant, et on a voulu rendre hommage à ce projet-là, en le croisant avec... de trouver un lieu qui réfléchissait sur l'idée de la marge, parce que souvent le graffiti est lié à la marge, à la périphérie géographique, dans le style aussi, et on a voulu justement éviter d'aller dans des grands espaces magnifiques et blancs du Palais de Tokyo, mais trouver des espaces qui eux-mêmes étaient dans une marge géographique. Donc on a pris des issues de secours. Avec une dimension éphémère. Éphémère aussi. C'est-à-dire que c'était pas appelé à durer. C'était pas appelé à durer, et c'était l'idée, ça devait durer 2 mois. On avait une porte ouverte, c'était une issue de secours, et Lac et Sowat ont invité 60 personnes historiques. Et comme ça devait durer que 2 mois, on s'est dit, on va saturer l'espace, faire un travail collectif où tout le monde se repasse les uns sur les autres, pour avoir une vraie dynamique, pour développer un vrai territoire, une confrontation avec le mur. Et ça fait 1 an et demi que c'est là, parce que ça va être dur à effacer. Et c'était un peu l'idée, c'était de se dire, on a une mini porte ouverte, c'est une issue de secours, elle nous intéresse parce que ça ressemble justement aux espaces dans lesquels les graffeurs vont quand ils vont peindre des trains. C'était des murs vieillis mais moches, c'était pas de la belle ruine. Et là-dedans, on a fait un peu une expo manifeste où on a invité 2 types de peintres. C'est des peintres qui pratiquent l'urbex. Donc l'urbex, c'est l'exploration urbaine. C'est une scène française qui est vraiment liée à la chute de certaines industries en France. On a beaucoup d'usines qui sont en chantier, et donc il y a beaucoup de graffeurs français qui sont allés dans ces endroits-là et qui ont travaillé en noir et blanc une manière de lacérer l'espace et d'intégrer l'architecture dans leur œuvre, qui était vraiment un renouveau par rapport à l'école new-yorkaise, l'école new-yorkaise, c'est faire son nom, mettre des couleurs criardes et le prendre en photo, et on s'en fout de l'environnement en fait. Eux, c'est l'inverse. C'est un peu plus compliqué quand même. C'est plus compliqué que ça, mais dans sa confiscation institutionnelle. Ouais. Mais on a voulu rendre hommage à ces artistes-là, qui étaient pour le moment, jusqu'à présent, jamais mis dans les institutions ni les galeries, et les confronter avec quelques peintres de métro, parce que quand on est arrivé au Palais de Tokyo, il y avait un espace qui s'appelait les Alertes, il y avait les Poussiériotes, et nous, il y avait pas mal de gens qu'on connaissait qui étaient en procès aussi, ou qui avaient réussi à esquiver la police, et on a voulu leur rendre hommage à ça, mais c'était des gens qui peignaient des métros, mais qui le faisaient de manière expérimentale. Ils avaient un vrai travail plastique et un vrai discours politique là-dessus. Alors, quand vous arrivez au Palais de Tokyo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Palais de Tokyo? Qui décide? Qui propose? Pourquoi le projet s'appelle-t-il Lascaux? Lascaux en anglais, la grotte de Lascaux. On change de registre, on change de lieu, mais on change de registre. L'idée, c'était que Jean de Loisy, il ne connaissait pas grand-chose au graffiti, aux arts urbains. Il n'y en avait pas au Palais de Tokyo, sauf des parasites, comme il le pensait. Il y avait beaucoup de tags déjà dans les espaces d'exposition. Et autour. Vous vous rappelez que longtemps, il y a eu toute la base du Palais de Tokyo était taguée, systématiquement. Je me souviens que Marc-Olivier Valère, qui a parlé ici récemment, qui dirigeait le Palais de Tokyo, considérait qu'il n'avait pas à faire nettoyer, il laissait, ça c'était très bien pour lui. Donc il y avait cette présence-là, et Jean de Loisy est toujours attiré par ce qu'il ne connaît pas bien, ce qu'il n'aime pas forcément et ce qui dérange, et il y avait cette idée de créer un territoire dans le Palais de Tokyo qui soit complètement différent de toutes les expositions qu'il y a déjà eu, et de se dire que le graffiti et les arts urbains, ça fonctionne un peu comme un pop-up, comme un spam, c'est un peu un virus, et qu'il ne faut pas contrôler, et donc justement en étant dans des espaces où il n'allait pas trop mettre son nez, c'est-à-dire qu'on a fait venir 60 artistes, on ne lui a pas parlé des artistes qu'on faisait venir. Et on a eu une liberté totale pour faire ce qu'on voulait, ramener des artistes un peu controversés, faire des choses un peu à la marge, c'est-à-dire qu'on avait un espace, mais on allait faire des choses illégales à côté. En fait, on avait
cette idée de créer un territoire où les gens comprennent que le graffiti c'est de la peinture, un rapport intellectuel à la peinture aussi, c'est une action, c'est de la gestuelle, il y a de la performance, et on voulait la ramener. C'est un territoire aussi qui va vers de l'illégalité, donc c'est quelque chose qui est lié avec les problèmes judiciaires. On voulait ramener ces problèmes judiciaires aussi au cœur de l'institution et les montrer comme des œuvres d'art. Et c'est un peu tout ça qu'on a fait, et on nous a donné un espace, et les Kessoat, dès qu'ils sont entrés dedans, ils ont saturé l'espace, après ils en sont sortis, et ils ont fait une pièce illégale, c'était un film, où ils ont invité pendant 6 mois une vingtaine d'artistes très connus jusqu'à Jacques Villeglé à venir peindre sur un tableau noir en toute illégalité, et en fait l'exposition... Pourquoi alors ici en toute illégalité cette fois? Parce qu'on n'a pas soumis le projet au Palais de Tokyo, et en fait l'exposition fonctionne comme un espace de peinture et d'histoire, et en même temps une œuvre clandestine qu'on a montrée ensuite en vidéo et qui met justement ramener du multimédia, parce que le graffiti, on ne voulait pas l'enfermer seulement sur des murs et dans de la peinture. Mais est-ce que c'est pas une clandestinité finalement très autorisée, à partir du moment où on est à l'abri de murs très protecteurs, de ces grosses barrières symboliques qui sont celles des musées? C'est autorisé, mais ça n'était pas par l'administration, on ne savait pas si ça allait mettre fin ou non à notre projet, et le propos c'était pas un bête vandalisme dans l'institution. Il y a un côté néo-situationniste dans le graffiti, c'est jouer avec des règles aussi, et on voulait jouer avec les règles de l'institution. Et c'est cette intelligence-là qu'il y a dans le graffiti et les arts urbains, c'est de jouer avec les codes à l'extérieur de l'extérieur, donc qui sont parfois plus graves, mais en même temps de savoir jouer avec les codes d'une institution, et donc de jouer justement avec le fonctionnement, de comment on organise une exposition, comment on la présente, comment on la montre. Donc il y avait cette idée-là. Et, alors le choix de Lascaux, j'insiste parce que Lascaux c'est pas rien. C'est, comme vous savez, on dit c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire, c'est à peu près 18 000 ans avant nous, là, le long de la vallée de la Truyère, là, dans une partie du Limousin. Donc c'est la constitution, on peut dire, d'un univers littéralement sacré. C'était sans doute un temple, c'est pas simplement un espace religieux, on peut pas le savoir. Et donc il y a une sorte de sacralisation ici, ne serait-ce que dans le nom, qui moi me dérange un peu. Enfin, j'avoue que ça me paraît pas cadrer vraiment avec l'esprit du graffiti, enfin, en tout cas l'esprit originel. Pour nous, le graffiti c'est sacré justement parce que il y a l'idée il y a des choses mystiques, il y a des gens qui détruisent leur vie pour ça. Quand on est face à eux, quand on est face à Asile qui a peint une œuvre qui doit 300 000 € à la RATP, il y a quelque chose de mystique dans sa double vie, dans son engagement à perte, et très artistique et très réfléchi. Il y a vraiment des engagements sacrés là-dedans. Il y a dans la peinture aussi, il y a un rapport à la lumière, il y a un rapport à la vibration, il y a des choses comme ça. Donc le lien sacré pour moi il est là. Alors en effet, qu'il y ait des risques, on le sait, c'est pas parce que dans l'art contemporain, cette composante de l'art, de la création contemporaine, qui est le street art, c'est institutionnalisé, que pour autant il n'y a pas de risque, il n'y a pas de nécessité de prise de risque à pratiquer le street art. Bon, vous savez que beaucoup d'ailleurs de street artistes ont arrêté pour la raison ils en ont assez sans cesse d'être coursés par la police, de payer des amendes de plus en plus élevées, d'avoir des soucis avec la justice, comme Zeus d'ailleurs qui expose ici. On a eu, je me souviens, à Hong Kong, il y a quelques années, où on avait dû signer une pétition. Enfin, moi-même, je me rappelle, j'avais fait une lettre en expliquant que, après tout, voilà, c'était quelqu'un qui était comme une figure d'alerte contre les dérives du capitalisme marchand, du shopping, etc., d'une société qui nous vouait un destin de consommateur, c'est-à-dire un destin de merde, finalement, il faut quand même le dire. Charlotte ne sera peut-être pas d'accord là-bas au fond, mais bon, voilà. Tu veux nous présenter ici quelqu'un qui, je crois, a de gros soucis? Voilà. Oui, alors je te passe le micro. Donc la vidéo qu'on va voir, c'est une vidéo de 2 artistes qui s'appellent Cockney et Boris. C'est 2 personnes qui travaillent beaucoup dans la rue et dans le métro. Cockney a été arrêté en 2012 pour dégradation volontaire. C'était un des plus grands peintres de métro en Europe. Il a été condamné à plus de 200 000 € d'amende. Il a fait appel, c'est un tatoueur assez connu aussi. On l'a exposé au Palais de Tokyo. Et Boris, c'est un artiste bulgare qui n'avait pas encore été arrêté.
Ils ont fait cette vidéo il n'y a pas longtemps. C'est une vidéo qu'on a montrée au Palais de Tokyo qui présente justement le graffiti de manière esthétique, sous la performance et la projection de peinture. Ça a été fait dans un endroit de train de casse, donc il n'y a pas de trains qui ont été endommagés. C'est vraiment purement plastique. Et quelques semaines après, ils ont eu une perquisition de nouveau. Boris est en prison et Cockney a failli y aller. Et heureusement pour lui, il expose bientôt au Palais de Tokyo, donc ça a fait que le juge l'a pas mis en détention provisoire. Et on les a mis, ils sont mis en examen pour association de malfaiteurs. Et on ne peut pas en dire plus, il y a le secret d'instruction. Alors, je vous rappelle que les destructions de véhicules publics, ou en tout cas les marquages, on va dire le graffage de ce type de véhicule, est vraiment dans l'essence du street art, donc qui au départ est un art de la signature qui se montre, et donc qui se fait sur très précisément ou des lieux que tout le monde voit, ou bien des véhicules qui traversent la ville, bon, les trams, les bus, bien évidemment, même parfois les voitures de la police, enfin, c'est comme ça. Bon, moi, pour avoir travaillé un petit peu avec un graffeur de Brooklyn, que vous connaissez bien, qui est Futura ou Futura 2000, bon, c'est quelqu'un qui me disait, enfin, qui a toujours dit que très rapidement, il en a eu assez de justement cette dimension subversive qu'il ne recherchait pas forcément, puisque son intention était d'abord une intention de gestuelle, même de décoration, on pourrait dire d'appropriation du décor urbain en y posant sa propre marque, et qu'au fond, tout ça n'était jamais pris en compte par la sanction qui faisait de lui, tout simplement un vandale, quoi, quelqu'un qui détruit le bien public. Voilà. Et c'est une des raisons pour laquelle très tôt, il a arrêté. Il a arrêté très très tôt de vandaliser. Voilà. Alors une autre des raisons intéressantes pour lesquelles très souvent les taggers ont arrêté de travailler, vous le savez, c'est l'utilisation excessive des bombes et les maladies des poumons. Très, très grand nombre aujourd'hui, on a le recul du temps, sont malades, souffrent de cancer des bronches, de problèmes de poumons très très importants. Alors on n'est pas là dans cette rencontre ce soir pour se poser la question de la validité esthétique de ces propositions, on est bien d'accord, de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est du grand art, du petit art, est-ce que c'est miscible, est-ce qu'on peut le mélanger avec un certain art institutionnalisé depuis longtemps, etc. Bon, notre question, nous, plutôt, c'est celle, on le voit, de l'intégration, comme on le voit à Fondation Cartier, l'intégration d'un patrimoine déjà, et d'un chantier, ou comme tu le fais avec le projet Lascaux au centre, au Palais de Tokyo. Alors, ça m'amène justement à m'interroger à ce degré ultime qu'on évoquait tout à l'heure de l'intégration, avec Arnaud Oliveux, qui travaille à Arcurial, qui depuis 2006 est une structure, vous savez, cette maison de vente donc sur les Champs-Élysées, enfin près de l'avenue Montaigne, une structure qui s'est dotée en quelque sorte d'un département, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, bon, tu vas corriger, street art, avec cette fois une volonté faire entrer cet art-là dans les collections publiques ou privées. C'est-à-dire enlever un art à la rue pour le mettre dans les appartements, pour le mettre chez nous, et faire finalement d'un geste qui est souvent un geste de subversion, même si c'est un geste de création plastique, ça on l'a bien compris, que ce qu'Hugo nous a dit, en faire un élément finalement de décor, il faut quand même dire les choses. On glisse de l'aventure de quelqu'un, on pourrait dire d'une espèce de culture d'élaboration de soi, qui est la création artistique, à un décor, un acte de décoration, on met une peinture chez soi. Alors, qui a décidé, Arnaud, de lancer cette opération street art chez Arcurial? Comment est-ce que ça a été reçu? Et comment est-ce que ça fonctionne finalement? Concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend? À qui? Comment? Combien? Ah, combien, c'est important. Combien, c'est une grande question. Non, qui a décidé? Oui, ça, comment ça a commencé? Comment ça a commencé? C'est moi en fait qui avait cette volonté d'intégrer en fait cette section de l'art contemporain. Parce que juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant,
Pour moi, en fait, tout ce qui se ramène au graffiti, aux cultures urbaines, on n'est pas dans quelque chose qui serait à part, ce qui a été sans doute très longtemps considéré par un certain nombre de personnes, et on est dans une vraie partie de la création contemporaine. Ce qu'on peut démontrer, en fait, en montrant que les artistes, les graffeurs ont réalisé des toiles très rapidement. C'est pas un phénomène qui est apparu tout récemment, au moment où le marché s'est développé, puisque les premières œuvres qu'on a vendues étaient des œuvres qui dataient pour certaines du tout début des années 80, donc un phénomène déjà ancien. Donc en fait on n'a pas enlevé quelque chose à la rue, et ça moi je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ça, sur le terme qui a été utilisé tout à l'heure de ruse qu'utiliseraient certains artistes, de détournement. Non, il y a un vrai travail qui est réalisé sur toile, qui n'est pas forcément la même chose que sur... on n'est pas dans la même démarche que quand on est dans la rue. C'est-à-dire que nous, ce qu'on vend, c'est pas des choses qu'on va aller découper sur les murs, et c'est assez polémique actuellement. Et moi, j'ai une position qui est très claire par rapport à ça, et je tape presque du poing par rapport à ça, dans le sens de certains artistes, comme Invader par exemple, qui a posté récemment un message par rapport à ça, justement pour éviter que les gens partent avec leurs petites spatules pour essayer de commercialiser des mosaïques qu'on trouve sur les murs. C'est des artistes qui ont une vraie intervention plastique en parallèle et qui exposent dans des lieux dits plus institutionnels, donc des galeries, des centres d'art, des musées depuis assez longtemps. Arnaud, on était juste un petit sur des supports détachables cette fois. Sur des supports détachables, qui n'ont pas été des supports qui ont été créés dans la rue. C'est-à-dire c'est vraiment une activité d'atelier. Et la plupart, en tout cas les artistes qu'on a vendus, ont réalisé ces œuvres dans ces cadres-là. Donc c'est pas quelque chose qui a été pris sur le terrain. Ça, c'est vraiment des choses très importantes à souligner pour éviter d'imaginer que des amateurs, des collectionneurs vont sur le terrain pour détacher des murs. Ça arrive, et là il faut être effectivement assez ferme en tant que professionnel de ce domaine. On n'est pas là pour aller pour vendre ce qui a été pris sur le terrain, qui a été créé aussi dans un contexte très particulier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y a le côté éphémère de ces créations, certaines restent plus longtemps, et elles ne sont pas là pour être commercialisées après. Donc ça, c'était juste un petit aparté pour montrer... Ça, c'est un point de vue moral, alors c'est une position presque déontologique. C'est pas un point de vue moral, c'est plutôt un point de vue déontologique en tant que professionnel. Et je sais que ça pose beaucoup de questions, notamment par rapport à Banksy, où récemment un certain nombre de pièces ont été détachées des murs, vendues par certains professionnels ou par certaines maisons de vente. Moi, c'est vrai que Banksy a établi ce système du pest control depuis quelques années par rapport aussi à son expliquer histoire. Ce que c'est. Alors le pest control, c'est un organisme d'authentification que Banksy a mis en place. Certains le décrivent, en tout cas c'est lui qui a décidé ça, simplement pour dire que les pièces, en gros, c'est une façon d'empêcher les pièces de rue de passer sur le second marché. Et le pest control est un certificat, c'est comme une authentification, comme si l'artiste disait, et comme pour respecter le droit moral de chaque artiste, en disant ça c'est une pièce que je reconnais comme pouvant être commercialisée, ça c'est quelque chose qui a été volé sur le terrain. Ensuite certains passent outre. Moi je sais que les collectionneurs, quand on passe une pièce de Banksy en vente, demandent systématiquement s'il y a le pest control, justement pour éviter de rentrer dans toutes ces polémiques qui sont apparues récemment. Invader a le même point de vue, c'est-à-dire que récemment il a posté moi j'ai vu passer sur Facebook cette mention où certaines personnes qui avaient été volées des mosaïques dans la rue les prendre sur le mur, alors qu'en plus elles correspondent encore plus à un projet, puisque vous avez toutes les éditions des livres avec les positionnements, le choix très stratégique de chaque mosaïque, et lui correspond en fait à une œuvre domestique, c'est celle-ci qui peut être collectionnée, et certaines personnes qui avaient été prendre ces mosaïques lui demandaient une certification. Là il a été très clair sur ça, en faisant passer le message que ça servait à rien. Sachant qu'il y a un moyen plus simple d'avoir un Invader, c'est de le lui commander. Voilà. Parce que c'est aussi quelqu'un qui peut commander, vous savez ce qu'il fait, c'est une petite composition céramique en forme de petites figurines de combat élémentaires, des jeux d'arcade de combat des années 80.
bon, il peut aussi venir chez vous masqué, enfin demi-masqué. Vous dites voilà, ça sera ici. Il y a plein d'autres moyens en tout cas d'avoir quelqu'un qui veut un invader, beaucoup d'autres moyens d'acquérir un invader, qu'aller le prendre sur le terrain, là où on l'enlève du projet de l'artiste en fait. Donc là les choses sont assez claires et c'est vrai que de plus en plus, si vous remarquez, un certain nombre de mosaïques, en plus les gens le font mal, donc sont détériorées, sont détruites et finalement n'ont plus aucun intérêt. Ça c'était un petit aparté. Juste pour rebondir sur ça, donc tout a commencé en fait en 2006 et c'était une réflexion depuis des années en fait sur l'introduction de ce mouvement en fait dans des ventes plus larges d'art contemporain et j'ai eu la chance qu'on me propose en fait à l'été 2006 une collection. Alors c'est pas ce qui est derrière encore, mais c'est un tableau qui est assez important celui-là puisqu'il a été un peu déclencheur d'un certain nombre de choses. On m'a proposé une collection d'une dizaine de pièces qui avait été achetées à l'époque chez un des marchands qui a été important pour le graffiti américain dans les années 80, qui était William Sierstra, donc le père de William Sierstra qui a une galerie et une fondation actuellement en Suisse à Bure-Sainte et qui montrait des artistes comme Futura, comme Crash, comme Days ou John Wayne par exemple. Et quand on m'a proposé cette collection, je me suis dit tiens, est-ce que c'est l'occasion peut-être, ça peut être le déclencheur de quelque chose. On était dans l'inconnu total, hein. Quelques pièces de John Wayne étaient déjà passées en vente, faisaient des petits prix à Drouot notamment, et en fait il y a une réception importante tout de suite, c'était en octobre 2006, où un groupe de collectionneurs était là, des gens qui connaissaient très bien tous ces artistes, et les estimations qui étaient très basses ont été pour la plupart décuplées. Donc par exemple une petite toile de John estimée 500 €, c'est vendu 5 000 €, un Crash est vendu 13 000, un Futura 7 ou 8 000 €, une petite planche de Futura. Donc en fait on sentait qu'il y avait vraiment un intérêt de collectionneurs et ça a en fait ouvert la voie à un début de mise en place d'un marché, en fait, en tout cas d'un marché vente aux enchères. Les deux premières étaient des chapitres. Hein. Là derrière moi, on a ce tableau de John Wayne qui a été, je disais, déclencheur, puisque c'est le premier tableau de John qui s'est vendu à un prix important. On l'a jugé 20 000 € à l'époque. Et c'est vrai que ça a été vraiment vu par les collectionneurs et ça a ouvert la voie en fait aux ventes que j'ai mis en place en 2008 qui étaient des ventes plus importantes et on a notamment des vues d'exposition juste après. Voilà, ça c'était en février 2008. C'est la première vente en fait avec un catalogue indépendant, avec une sélection de 80 à 100 pièces et notamment une sélection avec des tableaux importants de graffeurs américains du début des années 80 venant de la collection de Henk Pijnenburg qui a été un collectionneur hollandais qui aujourd'hui n'a plus sa collection mais qui a suivi un certain nombre d'artistes, acheté beaucoup très tôt dans les années 80 aux Pays-Bas où la scène était beaucoup plus active en fait en termes d'intérêt des collectionneurs qu'en France à l'époque. Il a fallu attendre un petit peu plus longtemps en France que ça se développe. Donc là on a eu des œuvres importantes de Quick, de Futura, de Crash avec des prix significatifs qui ont vraiment été marquants. Par exemple ce Quick a été vendu 20 000 €, ce Futura dans les 25 ou 28 000 €. On a un Crash qui s'est vendu 44 000, une pièce de Dondi, et en parallèle d'autres artistes comme Blake Lerat sur lesquels on a réalisé également des résultats assez intéressants. Donc ça a été vraiment cette vente de février 2008, une vente qui a été marquante dans les esprits et qui a déclenché un certain nombre de choses. Pas mal de galeries se sont en fait ensuite positionnées dans cet univers. Des marchands plus classiques sont venus voir ce qui se passait. Donc on a senti qu'il y avait vraiment plus qu'un frémissement en fait en termes de marché. Et à ce niveau-là, c'est vrai que la vitrine que constituent les ventes aux enchères a fonctionné à plein. C'est-à-dire que on a senti effectivement l'intérêt de nouveaux collectionneurs pour le travail de tous ces graffeurs américains. À l'époque, c'était vraiment le graffiti américain qui était en vogue. On peut se rendre compte qu'au fil des années... Il s'est passé 6 ans. Voilà, il s'est passé 6 ans. Et le marché a complètement évolué. C'est-à-dire que au départ, ça s'est même un petit peu inversé. Si on peut aller plus loin, il y a un exemple qui est un petit peu significatif. Donc là, j'ai mis des choses assez différentes. Et on a notamment, voilà, c'est sur cette pièce que je veux m'arrêter, puisque en fait, je l'ai vendue cette pièce en juin 2009. C'était une œuvre qui avait
c'était une œuvre de 2006, je crois, des Eugéméos. Et à l'époque, on l'a vendu 13 000 € cette toile. Ce qui aujourd'hui, moi on m'en reparle encore de cette œuvre, ce qui est un résultat, c'est une pièce assez grande et surtout qui mêlait les personnages caractéristiques des Eugéméos avec un fond qui était beaucoup plus, on va dire, délié, beaucoup plus gestuel. Presque plus intéressant que ce qu'ils font aujourd'hui, qui est devenu un petit peu plus graphique en fait, presque un peu plus pièce d'institution ou de galerie. Et en fait, cette pièce finalement a été, il y a eu juste un collectionneur anglais qui s'est positionné dessus, et peu de gens ont été intéressés à l'époque. Et aujourd'hui, si on repassait cette toile en vente, le marché a complètement évolué. C'est vraiment une scène plus contemporaine de l'art urbain qui s'est mise, qui est sur le devant de la scène, à l'instar d'artistes comme Zeus, comme Rero. Ou même Futura, même si notre génération, qui est quelqu'un qui fait vraiment des tableaux, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans l'histoire de la peinture, enfin vraiment. Voilà. Et c'est aussi une façon de dire que pour les collectionneurs aujourd'hui qui veulent entrer sur ce créneau de cet art contemporain urbain, moi j'utilise pas du tout le terme aujourd'hui street art, c'est un terme qui a tendance plutôt à m'énerver, parce qu'en fait il est utilisé un peu dans tous les sens. Des gens qui connaissent rien à ça utilisent le terme street, tout devient street en fait. Moi j'ai même des artistes qui me contactent en essayant de rattraper une démarche street pour s'intégrer dans la médiatisation qu'il y a autour de ce secteur, mais on est loin de ce domaine. Et simplement pour dire aux collectionneurs qu'aujourd'hui encore on peut vraiment se positionner sur des artistes qui sont peu soutenus sur le marché. Là par exemple on a derrière moi une œuvre d'un artiste important dans l'histoire du graffiti, qui est Mode2, qui sur le marché de l'art est finalement a des résultats qui sont peu en rapport avec son importance artistique et son importance historique. C'était un artiste majeur dans les années 80, qui a fait vraiment le lien et qui a permis aussi à la scène européenne du graffiti d'exploser et d'intégrer ce qui venait des États-Unis. Et aujourd'hui, par exemple, cette pièce, quand je l'ai passée en vente, c'était en 2010, je crois. On ne l'a pas vendue pendant la vente. On l'a vendue à un collectionneur bien connu quelques jours après, mais elle était estimée, je crois, 8 000 €. À 8 000 € pendant la vente, j'avais personne sur cette pièce, et c'était un des rares tableaux de mode qui apparaissait sur le marché. Merci. Alors, une question. Est-ce que ça ne produit pas une sorte de perversion, finalement, c'est-à-dire un glissement du travail, qui est un travail d'abord de dissidence, même s'il n'est plus seulement ça, ou un travail où l'artiste s'arroge le droit d'intervenir un petit peu partout, vers, justement, un travail de galerie, d'une certaine façon, voué à la vente. Ce qui serait logique. Mais obligatoirement, il y a toujours cet aspect-là. À partir du moment où vous entrez dans un système marchand, on peut avoir effectivement cette approche en disant que de toute façon, il y a une perversion, il pourrait y avoir une perversion en tout cas de l'artiste. Moi j'ai un discours qui est un peu plus modéré, alors peut-être parce qu'effectivement je suis partie prenante de ce domaine, mais pour moi en fait les artistes qui viennent du monde du graffiti, à partir du moment où ils commencent à réaliser des toiles, c'est en tout cas ceux qu'on essaie de passer en vente, c'est des artistes qui ont une vraie envie d'être sur des supports plus classiques. De toute façon, le marché ensuite fait un petit peu les choses s'épurent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que les artistes importants, peut-être pendant un moment on peut tromper certaines choses, mais au bout d'un moment les choses se font d'elles-mêmes. Et pour moi, ceux qui passent sur des supports classiques, des toiles, des cartons, des panneaux, ont une véritable démarche d'artiste qui se fait souvent en parallèle d'une démarche qui reste de terrain et qui reste nocturne pour certains, qui reste de métro. Moi, je connais un certain nombre d'artistes qui réalisent des toiles parce qu'ils veulent aussi avoir cette liberté de pouvoir à la fois vivre de ce qu'ils font et continuer à aller également sur le terrain. Je pense que l'un n'est pas incompatible de l'autre. On n'est pas forcément dans une transcription, c'est-à-dire qu'on ne transcrit pas du graffiti plus vandale, plus de terrain, d'une façon pure et simple sur une toile. Il y a une autre recherche en fait, le contexte n'a rien à voir et quand on parle avec un certain nombre des intervenants
qui sont dans ce rapport aux choses, ils ont vraiment cette approche. On n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans les mêmes envies, et surtout, en fait, la plupart sont des artistes à part entière. Qui dit artiste dit aussi une production d'œuvres, et c'est vivre en fait de son travail. Et en tout cas, moi, je l'ai vraiment complètement intégré de cette façon-là. Bien, merci. Alors, c'est une donnée intéressante, hein, cette question de, on pourrait dire, la mercantilisation de l'œuvre d'art née dans la rue au départ, ou en tout cas qui n'en fait plus seulement partie. Je rappelle qu'au départ, les premières formes de street art s'accompagnent très rapidement d'une mercantilisation, mais qui prend une toute autre voie, puisqu'il s'agit souvent pour les mêmes artistes de décorer, par exemple, des t-shirts, des planches de surf, par exemple, voilà, des skateboards. Et on voit comment aujourd'hui, quand même, le schéma artistique conventionnel tend à prendre le dessus. Quand même. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi l'envie, à travers effectivement un secteur plus institutionnel qui est la galerie, le centre d'art, le musée, c'est aussi l'envie pour certains d'être reconnus comme des artistes à part entière, parce que souvent c'est vrai que ça passe aussi par le centre d'art, par le musée, par le lieu un peu plus institutionnel. Donc il y a cette envie aussi d'être reconnu comme un artiste à part entière, et ça c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Dans les années 70, tout le travail qu'avait fait quelqu'un comme Hugo Martinez autour de certains artistes, c'était justement de leur faire reconnaître, ou en tout cas de certains graffeurs, de leur faire intégrer le fait que, plus que des graffeurs, ils étaient aussi des artistes qui utilisaient le graffiti, mais certains, des gens comme Futura, des gens comme Crash, des gens comme Dondi, avaient une approche qui allait au-delà, en fait, de la démarche purement graffiti. Bien, merci. Je pense que nos amis pourront éventuellement réagir, mais il est de règle. Il y a déjà 1 heure quasiment qu'on parle, hein, ça passe très vite, hein, on est très bavard, mais c'est très bien, je vous remercie. Alors, je pense qu'il y a peut-être des questions, et éventuellement des questions qui pourraient être posées par les uns et les autres, des intervenants, et par le public. Donc voilà, on rentre dans une petite séance là maintenant de questions éventuelles qui, à mon avis, ne doivent pas manquer. Peut-être sur un aspect qu'on n'a pas évoqué, moi, dont j'ai souvent été le témoin, c'est-à-dire le fait que quand un street artiste expose dans une institution ou bien intègre le marché, pour certains de ses collègues, il devient un traître, hein, ni plus ni moins, c'est-à-dire quelqu'un qui collabore avec un système avec lequel normalement on ne devrait pas travailler. Bon, ça c'est une donnée qui n'a pas été évoquée ici, mais après tout qui pourrait l'être, et qui repose sur le fait qu'un art tel que le graffiti est par définition un art de la dissidence. C'est-à-dire que dès qu'il entre dans une phase d'intégration, il se trahit lui-même. Bon, je ne pense pas que ce soit vrai, puisqu'il s'agit d'une création artistique, donc d'un geste, d'une représentation du monde d'une certaine façon, mais enfin, c'est un point de vue qui peut avoir sa valeur. Alors, une remarque, après peut-être les questions à notre cher public, très patient public. Je ne sais pas si en tout cas certains effectivement le reprochent à d'autres, certainement. En tout cas, chacun a sa position. Moi, par exemple, j'étais la semaine dernière dans un festival qui a été organisé à Tahiti par des artistes, et les artistes qui faisaient partie de ce festival avaient des positions qui étaient divergentes. Certains avaient envie de rentrer sur le marché en faisant un travail sur toile. D'autres étaient totalement opposés. Et finalement, tout le monde coexistait en fait dans cet univers. Donc je pense que chaque démarche est possible. Et moi, je connais un certain nombre d'artistes effectivement qui refusent la mercantilisation de leurs interventions. Et c'est une position que chacun adopte en fonction de ce qu'il a envie de faire, en fait. Oui, l'intervention, c'est vrai, parce que... Oui, ça va être assez court, mais... Non, mais merci, qu'on échange. Sur la polémique un peu des traîtres ou des pas traîtres, c'est un mot un peu fort, hein, je le mesure. Hein. Il y a eu des gens qui ont critiqué ça, mais si c'est un art de la dissidence, les arts urbains, c'est aussi un art de l'ego et de la légitimité. Et les traîtres, c'est souvent... disons comme ça, ceux qui n'ont rien fait dans la rue
et qui s'emparent de codes esthétiques ou de postures intellectuelles pour vendre de la toile, sans avoir fait de la rue. Dès les années 90, il y a eu des expos, dès les années 80, la Femme Gallery, New York New Wave à PS1, et il y a tous les grands qui ont voulu faire un travail d'atelier, mais il y a aussi des gens comme Blue qui refusent le marché, et qui sont très connus, mais dont on s'intéresse beaucoup moins parce que justement il n'y a pas de prix de vente. S'il y a une vraie question, c'est pas comment on passe de la rue à une mercantilisation, c'est plutôt l'arrivée de la spéculation. Et une spéculation qui arrive sur des collectionneurs et des acheteurs qui ne lisent pas les livres historiques, qui ne connaissent pas les codes et qui vont acheter, et là ce sera la question polémique pour Arnaud, du Ludo à 50 000 euros. Parce que quand on a créé depuis une dizaine d'années, et ce que Arnaud continue de faire, c'est de créer des codes qui tiennent, qui s'inscrivent dans une démarche forte et continue. Quand on a JR qui part moins cher que Ludo dans ta dernière vente, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Ça, c'est effectivement la question piège. Je sais pas comment. Moi, j'analyse les choses de façon très, très objective. Déjà, c'est pas des choses qui sont parce que parfois, on peut effectivement, notamment le marché international, on peut imaginer des choses un peu organisées. Là, la pièce de Ludo, pour le coup, elle a vraiment été achetée par un collectionneur qui avait envie d'acheter cette pièce parce qu'il cherchait aussi une pièce de Ludo, il n'arrivait pas à en trouver. C'est-à-dire que voilà, c'est un artiste qui produit peu et qui a une exposition qui vient d'avoir lieu à New York, une à Londres. Entre-temps, il n'y a pas de pièces qui vont être produites. Donc voilà, ce qui fait que le jour de la vente, les gens se sont battus. Alors ensuite, effectivement, que ça fasse plus cher qu'une pièce de JR, ça ensuite c'est vrai qu'on peut le discuter. Ça dépend quelle pièce aussi de JR. C'était une belle. Si c'était une très belle pièce de JR. Et par exemple, dans cette même vente, et quand je disais que on a la possibilité pour les collectionneurs qui sont un petit peu avisés aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont quand même assez chères, il y a quand même des choses qui sont toujours qui peuvent vraiment être achetées dans des bonnes conditions. Et pour parler d'un artiste que tu connais bien, on avait une grande pièce de Chasse-Bojorquez dans cette vente qui n'a pas été vendue parce que aussi l'artiste est mal connu en France en fait. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas forcément une frénésie autour de son travail alors que c'est un artiste important. Donc là, il y a aussi, c'est important aussi pour les collectionneurs de savoir anticiper et souvent... c'est ce qui n'arrive pas. On voit ce qui se passe par exemple avec quelqu'un comme Jean-Michel Basquiat aujourd'hui. Je l'ai mis ici alors que chez nous il passe pas dans les ventes. Il a intégré les ventes du soir d'art contemporain en fait. Mais quelqu'un comme Basquiat, il y a X années, les prix étaient loin d'être ceux qu'on a aujourd'hui, où là il y a une frénésie. Alors, je ne sais pas si on est dans la spéculation autour de son travail ou si dans la nécessité pour des nouveaux collectionneurs extrêmement argentés de posséder absolument une œuvre de Jean-Michel Basquiat. En tout cas, une œuvre vient de se vendre 90 millions de dollars en vente privée. On est dans de la frénésie autour de son travail qui s'arrime, les prix sont en train d'exploser. Là, il y a des toiles qui viennent de 5 millions de dollars. Au Moyen-Orient, c'est pas une question culturelle. Je ne pense pas qu'au Moyen-Orient, il y a un rapport culturel très non, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, au point de vouloir un Basquiat. C'est des noms qui sont devenus des incontournables de la constitution d'une collection. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut acheter des œuvres d'artistes sur lesquelles les prix restent encore très accessibles. Et on en a dans nos ventes. Bien, alors, allons-y. Oui, juste très brièvement, peut-être parce que... clore le sujet sur un art de la dissidence, parce que je trouve que c'est très extrêmement réducteur de parler du graffiti comme ça. Oui, d'après l'expérience qu'on peut avoir quand on parle avec eux, les entretiens qu'on avait pu mener avec les artistes pionniers de New York des années 70, c'était pas du tout pour eux, en tout cas, tel qu'ils l'expliquent maintenant, parce qu'il y a aussi le passage du temps qui joue, mais pas du tout l'idée d'une dissidence et forcément uniquement d'une agressivité envers l'autorité, mais plutôt d'un besoin d'expression pur et simple dans une ville en déliquescence dans lesquelles ils étaient enfermés dans leur quartier à Washington Heights, dans le Bronx, parce que les transports publics ne fonctionnaient plus, parce que les services régaliens n'étaient plus assurés. Et donc c'était avant tout un besoin de reconnaissance, et du coup finalement que de passer au studio, de passer à la toile et de passer
à la vente. Enfin, il y a quelque chose qu'on peut trouver assez logique aussi dans l'idée de trouver sa place et faire entendre sa voix. Oui, je suis d'autant plus d'accord que, comme tu le disais, c'est un acte individualiste. C'est d'avoir une proclamation d'existence et de proclamer qu'on existe, c'est évidemment pas dissident dans une société. C'est la norme, enfin, je veux dire, tout le monde a le droit. Alors, quelques questions peut-être Alors, qui... Moi j'ai une question. Oui, alors, une question. Je peux la dire comme ça. D'accord. Il n'y a pas une forme de dédain du milieu de l'art contemporain par rapport au street art, à l'art urbain? Bon, moi je pourrais répondre longuement, parce que... mais c'est pas à moi de le faire, si je suis modérateur. Parce que, bon... Si tu peux. Non, je vais laisser la parole. Moi, ma réponse est oui, immédiatement. Ça ne fait absolument aucun doute. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, tu es d'accord? Ouais, Tu es d'accord? Alors voilà, tout le monde est d'accord. Alors maintenant, le pourquoi. J'ai aussi, je peux répondre longuement, mais je vais, par exemple, jeune génération. Pourquoi justement? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est une question de génération aussi, je pense. Il y a aussi un cas typiquement français, parce qu'aux États-Unis, depuis le travail de Deitch, qui est arrivé jusqu'au MoCA et sa galerie Deitch Project, il a monté des expos très importantes d'artistes majeurs qui n'ont jamais eu une seule exposition en France. Même si c'était tardif quand même. Hein. C'était tardif. C'était très tardif. Mais c'est ce qu'on n'a pas vu. Oui, et il a pas bon. Et il a été très critiqué. Hein, il s'est fait dégommer, oui, même voilà, l'expo du MoCA. Donc il y a un rejet de ça parce que c'est de la culture populaire, parce que c'est un art de l'action et pas intellectualisé en tout cas, c'est pas de la fausse posture. Voilà, il y a un peu ce type de rejet, effectivement. J'ai exactement la même posture en fait. C'est je pense que dans les milieux, je connais bien les milieux assez élitistes de l'art contemporain, en tout cas d'un certain art contemporain. Ce côté, le terme populaire en fait, pour moi, c'est pour un certain milieu, c'est quelque chose qui justement est à fuir, en tout cas qui n'intéresse pas. Et ça pose problème dans ce milieu élitiste, institutionnel, très intellectualisé. Et quand on peut visiter certaines expositions qui se veulent très pointues, c'est vrai que même les cartels utilisent un langage que je pense que beaucoup de visiteurs ne captent pas en fait, avec des références philosophiques, sociologiques d'un certain nombre d'auteurs que les gens ne connaissent pas, dont les noms même échappent aux gens, et beaucoup de gens n'ont pas lu ces ouvrages-là. Donc il y a quelque chose qui est justement le contraire de la vulgarisation que certainement devrait faire l'institution, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que toutes les cultures urbaines ont un rapport beaucoup plus direct, parlent beaucoup plus à un certain nombre de personnes. Et puis c'est un art contemporain qui peut effectivement élargir un public beaucoup plus large que les gens qui ont les codes et les notions de cet art contemporain plus officiel. Et c'est ce qui a souvent, et je pense qu'il continue encore à poser problème, à tel point qu'il y a peu d'initiatives qui viennent du monde de la culture publique classique qui s'intéressent à cet univers-là. Il y a beaucoup d'initiatives privées. La Fondation Cartier, c'est une fondation privée derrière. Donc voilà, alors peut-être que le Palais de Tokyo est l'ouverture vers autre chose. Et encore, c'est pas sûr que ça permette d'aller plus loin. Oui, ils sont dans les soutes. Juste, c'est aussi la question de où s'arrête et où commence le graffiti quand il est sur toile ou en institution. C'est vrai qu'il est un peu toisé quand on le vend comme étant du graffiti ou de l'art urbain par certains milieux, mais c'est un milieu qui accepte totalement des œuvres de Guillaume Bresson ou de Mohamed Bourouissa, alors que c'était des taggeurs, et que leurs œuvres parlent de la marche, de l'errance urbaine, de la violence, de la périphérie. Donc on est en plein dans autre chose que le graffiti, mais ce qui fait l'essence du graffiti. Donc bizarrement, sans même aller aussi loin, les grandes références de l'art contemporain officiel, ça reste quand même des gens comme Dubuffet, faut quand même le dire, Willem de Kooning par exemple, et si on regarde bien, ou même Rauschenberg, quand on regarde la façon qu'ils ont de travailler, c'est incroyable, quoi. Je voyais tout à l'heure sur les affiches le nom de Gordon Matta Clark, qui est quelqu'un qui est adulé par certains conservateurs, certains institutionnels, et qui s'est beaucoup intéressé, a été un partie intégrante aussi de cet univers urbain au sens large.
Mais moi, pour travailler pour Art Press notamment depuis 89, donc ça commence à faire un bail, voir ça de l'intérieur, je peux dire que c'est pas une attaque contre la revue où je travaille, mais l'art contemporain en général, c'est effectivement très clivé. Il y a un clivage incroyable, il y a un incontestable mépris, quoi. Non pas que ce ne serait pas de l'art, mais simplement que les valeurs plastiques qui sont d'une certaine manière mises en forme sont obsolètes, sont anciennes, dépassées, relativement primitives. Voilà, bon. Alors, une remarque, une question. Voilà. Merci. En fait, je me posais la question sur le fait qu'un artiste comme Zeus, par exemple, est un artiste engagé. Donc, c'est un artiste qui sort des gonds. Est-ce que c'est pas ça, justement, qui peut déranger de l'art contemporain, comme on l'entend, le fait de faire rentrer comme ça des artistes qui dénoncent un système dans un secteur qui, lui, est en fait très contrôlé et très maîtrisé? Est-ce que c'est pas aussi ça, le fait de faire rentrer des artistes urbains qui peut déranger? Mais le cas de Zeus, c'est problématique parce que, je me permets vous pourriez prendre la parole, si vous voulez. Non, mais simplement parce que j'ai travaillé avec lui, donc, mais chacun peut s'exprimer. Mais parce que dès le départ, c'est quelqu'un qui a deux casquettes. C'est-à-dire, il est artiste de rue, il est artiste de galerie chez Patricia Dorfman. Donc d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui a réglé le problème tout de suite, en disant, moi je travaille ici et là, mais il n'y a aucune différence de nature pour moi, je travaille tout simplement, c'est mon travail, voilà. Il prend telle forme ou telle autre. Donc, c'est pas un bon exemple, si vous voulez, c'est pas un exemple... Par rapport à l'art, le mouvement des artistes urbains sont des artistes quand même engagés, quand même. Ça va être des engagements politiques. Oui, oui, alors après, c'est une notion complexe, la notion d'engagement, il y a 1000 manières d'être engagé. Voilà, c'est quand même très variable. On a vu là beaucoup d'images d'œuvres d'artistes graffeurs. On n'a pas vu tant que ça qui étaient des œuvres engagées. Je crois que c'est... De la même manière, il ne faut pas réduire le graffiti à un art dissident, il ne faut pas non plus le réduire à un art engagé. Il faut aussi un travail sur la forme, sur l'agencement des formes et des couleurs, comme beaucoup d'artistes depuis très longtemps. Et donc, ce sont des artistes. Donc, il y en a certains qui sont engagés, mais je ne sais pas, au Palais de Tokyo, il y a en ce moment le projet de Thomas Hirschhorn, qu'on peut apprécier diversement, mais enfin, qui est sur ce terrain-là de la politisation du discours artistique. Je crois que ça, c'est pas réservé, en tout cas, au graffiti. Alors, autre question peut-être? Une dernière question? Est-ce que c'est pas le foisonnement qui dérange? Alors, le foisonnement c'est énormément d'artistes. C'est pas facile de faire des... Non, c'est jamais facile. Pour bien connaître la scène contemporaine internationale, si vous allez là dans quelques jours, dans quelques semaines à la foire de Bâle, à Basel, vous montez au premier étage, vous verrez le nombre de jeunes artistes nouveaux dont le nom ne va rien vous dire, qui viennent de la nouvelle scène américaine, de la nouvelle scène anglaise. C'est foisonnant également, pas plus foisonnant, peut-être même plus. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit ça soit quelque chose qui pose problème. Parce que la contemporaine a besoin de références, a besoin de concepts, a besoin d'asseoir en fait des artistes par rapport à des concepts. Mais là, on n'est pas dans le concept. Bien sûr que si. Parce que dans l'art, moi je sais. Non, mais il y a des tendances, il y a des histoires, il y a une histoire de l'art, alors qu'on appelle street art ou graffiti ou art de graffeur, etc. Enfin, moi, à mon petit niveau, j'ai essayé de mettre en forme cette histoire dans un livre qui s'appelle 100 artistes du street art, il y a 3 ans. En tant qu'historien de l'art, c'est vraiment mon métier, ce que j'enseigne à l'université. Et franchement, il y a une histoire de l'art, il y a des concepts. C'est même très intéressant d'ailleurs de voir que graffiti, calligraffiti, papélographo, enfin il y a oboïsme, enfin il y a des écoles, il y a des tendances, il y a des évolutions. C'est très très riche, c'est tout aussi conceptualisé que l'est l'art contemporain. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, on pourrait faire une histoire
de cet art-là, avec des mots compliqués, avec des références extraordinaires à des gens, avec plein de mots allemands, comme on fait souvent, des Weltanschauung partout. Vous voyez, moi je peux vous le faire. Hein. Juste la façon dont quelqu'un comme Ramelzy a décrit son travail avec des théories, c'est assez complexe et certainement parfois plus complexe qu'un certain nombre d'artistes très mis en avant dans l'art contemporain dit plus classique. Alors, il y avait une question, je crois. Oui, allez-y, tenez. Oh, pardon, non. C'est une question pour Arnaud. Oui. Vous dites que vous n'avez pas le mot street art. Street art, oui, c'est vrai. Et que les œuvres qui sont vendues sont fabriquées dans des ateliers, que les artistes ne retranscrivent pas exactement ce qu'ils font dans la rue, et finalement, vous appelez quand même ça art urbain. Non, en fait, art urbain contemporain, c'est simplement pour l'ancrer. C'est un terme de dénomination, elles sont toutes contestables. C'est simplement pour effectivement le rapprocher de l'art contemporain, pour utiliser ça, pour montrer que aujourd'hui, en tout cas pour moi, et en tout cas c'est vraiment ma conception des choses, c'est que l'art urbain en fait est une composante complète de l'art contemporain et peut-être un des mouvements et un des derniers mouvements d'ailleurs au sens large, parce que aujourd'hui quand vous regardez la création la plus contemporaine, on parle plus vraiment de mouvement, ça part un petit peu dans tous les sens, et là on est sur quelque chose effectivement. Il y a des liens qui peuvent se faire effectivement entre les œuvres, entre les artistes. Donc c'est vraiment une histoire de dénomination. Ensuite, elle peut se contester, elle peut se remettre en cause. Moi, la dernière vente que j'ai faite, j'avais anglicisé les choses. J'étais parti sur le thème urban art pour avoir une vision un peu plus large et parce que c'est vrai qu'en français ça marche jamais de façon, c'est toujours un peu réducteur ces termes-là, et c'est le terme street art moi que je n'aime pas parce qu'il est mis à toutes les sauces. C'est vraiment une histoire, on entend partout, il est utilisé dans tous les sens, ça veut plus rien dire, donc c'est plutôt c'est un terme c'est une dénomination que j'ai choisie moi de mon côté. Bien, alors je pense qu'on peut conclure. On vous remercie. On remercie nos invités pour les rajouter un petit détail. Oui, s'il te plaît. Non, mais tiens, on va passer le micro. Je pense qu'il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est l'éducation. Sachant que le graffiti en soi, ça reste une pratique qui est intégrée au sein de la culture hip-hop, donc au sein de plusieurs disciplines qui représentent un tout. Donc le fait de le commercialiser, ça contribue à la division de ces disciplines, simplement parce que dans la plupart des expos où on va, des mouvements où on va, on n'y voit que du graffiti, on va y voir des rappeurs cachés, des danseurs cachés peut-être, mais ça va tout le temps être très divisé. Et moi je pense que il faudrait qu'il y ait un peu plus de gens qui prennent en considération ceux qui sont sur le terrain et qui font un travail d'éducation par rapport à la culture hip-hop, par rapport au graffiti, pour bien scinder les choses entre graffiti et street art. Moi, street art, personnellement, j'adhère pas à ce terme, pour les mêmes raisons que monsieur. Simplement parce que je fais partie de ceux qui sont sur le terrain avec la Zoom Nation depuis les années 70. Donc on a une grosse équipe internationale quand même qui est là depuis très longtemps, et je suppose que vous devez connaître un certain nombre d'artistes de ce courant-là. Et moi je passe mes années à faire des workshops, et c'est comme ça que je gagne ma vie, plus que d'être un artiste de galerie. Donc jusqu'où va la légitimité de ceux que vous mettez dans vos catalogues, et quelle est la légitimité de ceux qui sont réellement sur le terrain et qui font un travail d'éducation sans aborder le vandalisme et tout ce qu'on peut faire à côté, quoi. Je veux bien répondre. Déjà, le graffiti, les liens avec le hip-hop forcément, mais pas que. Il y a une génération très liée au punk et au skinhead qui arrive, qui est puissante. La Zulu Nation, j'avais repéré le collier autour de ton cou. Dans les années 70, je sais pas l'âge que tu avais. Ça me paraît, c'est comme si tu me disais que tu étais Black Power. Je trouve que c'est beau de continuer ce combat-là.
la légitimité du terrain, je connais bien Esper, qui est aussi Zulu Nation. Ouais. Son groupe, il a transformé le nom de son groupe en entreprise décorative pour faire des bâches d'entreprise. Bah, il est moins légitime pour moi dans un travail de graffiti qu'on voudrait montrer en institution qu'un asile qui se définit pas comme hip-hop, ni danseur, ni breakdancer, qui juste a le droit à 300 000 € à la RATP et qui a développé un travail qui peut se montrer en atelier, qui peut se montrer là-dedans. Il n'y a pas de hiérarchie entre des gens qui sont montrés dans nos projets et ceux qui ne le sont pas. C'est, encore une fois, c'est une porte ouverte. Ceux qui veulent venir, faut qu'ils prouvent qu'ils ont envie de venir et qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. Après, il y a des choix, mais bon, a priori, moi, dans notre projet, la liste qu'on a, c'est que des gens qui viennent de la rue et qui ont gagné leur légitimité dedans. Il y en a plein qui restent dedans et qui font de la déco, de la fresque, ce qu'ils veulent. C'est des muralistes, ils perpétuent une tradition, elle est belle, elle n'a pas besoin d'être montrée ailleurs. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas être montrés ailleurs, donc voilà. C'était ma réponse. Juste, Paul Ardenne de nous quitter. Oui, je vous prie de m'excuser. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais merci à vous. Non, ça peut continuer, on peut continuer cette conversation autour d'un petit verre, tous ensemble, comme on fait à chaque fois. Oui, c'est bon, ça fait 1 heure, tout va bien. Donc merci beaucoup. 1 heure et demie. 1 heure et demie. Donc on continue cette conversation autour d'un petit verre, comme d'habitude, avec plaisir. Merci à tous en tout cas. Voilà, je voulais juste annoncer la conversation de la semaine prochaine qui porte sur les relations non autorisées entre art et marque, avec Paul Ardenne qui revient, et cette fois-ci en tant qu'intervenant et pas en tant que modérateur, avec Pascal Kella qui est la directrice de l'art en direct, et avec Zeus, l'artiste de l'exposition, sous la modération de Christophe Rioux. Merci beaucoup.